Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La Haute-Égypte connaît un essor économique sans précédent dans la deuxième moitié du troisième millénaire, dont la couronne tente encore de profiter en renforçant l'administration fiscale dans cette partie du royaume. De toute façon, dites-vous bien, il y a toujours de la fiscalité, quels que soient les temps dont on parle. Un certain Ouni d'Abydos, intendant de la Haute-Égypte, est chargé par le monarque d'enregistrer les biens produits par le domaine royal et ceux obtenus par les impôts. Il veille également à ce que les corvées soient accomplies et s'assure que les ordres venus de la résidence royale soient bien suivis d'effet. Une sorte de haut magistrat, si vous préférez, une sorte de préfet, bien avant l'heure. Les responsables locaux supervisent une zone dépendant d'une ville importante et sont placés directement sous les ordres de l'intendant de Haute-Égypte. Ils permettent ainsi la gestion d'une immense surface qui va d'Éléphantine au sud de Memphis. Les monuments funéraires liés aux administrateurs ou aux potentats se multiplient. Les membres de l'élite locale se font creuser des tombes richement décorées et utilisées de manière continue sur plusieurs générations. Des décrets temporaires et révocables exemptent même certains temples des obligations fiscales. À Abydos, ces exemptions touchent le bétail et les corvées royales. Le roi décide que le personnel, les travailleurs soumis aux corvées et le bétail appartenant au temple soient justement protégés des interventions des agents de la couronne. Le bétail et le travail sont donc au cœur de la fiscalité royale. Une bureaucratie minutieuse estime et prélève ces deux ressources et emploie pléthore d'agents royaux. Les intendants royaux veillent à la mise en valeur des terres royales et dirigent le travail des équipes de travailleurs corvéables. Ils classent soigneusement les pâturages disponibles pour l'élevage de bovidés, d'ânes et de petits animaux. Ils font aménager les digues et assurent le transport des produits. La couronne prélève de nombreuses taxes en Haute-Égypte. Les demandes de l'intendant concernent l'or, le cuivre, les ornements, les fournitures annuelles en rations et en nourriture pour les animaux, les offrandes, les cordes, les cordages, les peaux d'animaux, les travaux obligatoires pour les domaines à cultiver de 4 hectares et demi, on va dire. Coptos se situe au départ de la route qui relie le Nil à la mer Rouge par le Wadi Hammamat. La ville se spécialise, elle, dans la fabrication de produits agricoles et artisanaux. Une partie des prélèvements va servir à équiper les expéditions royales en partance pour la côte, notamment les rations de nourriture, le fourrage et les cordages pour les bateaux, évidemment, qui font voile en direction du Levant. Les temples disposent de leur propre circuit d'approvisionnement pour les produits rares, comme l'or et le cuivre, et s'appuient sur des réseaux de marchands indépendants. La monarchie cherche la richesse toujours plus loin, on va dire. Elle investit donc aussi bien les déserts que les marais, ce qui engendre une extraordinaire extension du domaine de l'impôt. La gestion du domaine royal est réformée en profondeur. Sous Téti, on assiste à une simplification sans précédent des institutions permettant de mettre en valeur les terres de la couronne. Les grandes houtes et les grandes exploitations agricoles disparaissent, remplacées par une multitude de petites houtes. Divisé pour mieux régner, ça aussi c'est pas nouveau. On compte près de 200 gouverneurs de Hout au troisième millénaire, 90% d'entre eux ont exercé sous Téti. Toutes ces Houtes constituent un vaste réseau qui couvre l'ensemble du royaume. Les temples forment un autre réseau institutionnel sur lequel les agents royaux peuvent s'appuyer, évidemment. Ces organismes ne sont pas indépendants de la couronne qui intervient encore une fois régulièrement au sein de ces institutions. Il existe d'ailleurs, au sein de l'administration royale, un département spécialement chargé de la supervision des biens et des temples. Le vizir Ézi, sous Téti, cumule à lui seul cette charge avec celle d'intendant de la distribution des offrandes divines dans l'ensemble des deux terres, c'est-à-dire qu'il organise, si vous voulez, l'ensemble des donations effectuées par la couronne au profit des institutions religieuses. Les dons de terre constituent la forme de donation la plus prisée par les prêtres, parce qu'elles permettent d'accroître durablement le revenu de ceux qui disposent d'une prébende. Ces donations renforcent le lien entre le roi et les élites des localités dont il souhaite la collaboration. Dans la seconde moitié du troisième millénaire, les temples et les houtes constituent les piliers de l'aménagement de la campagne égyptienne.